Et c'est l'heure de l'instant diplomatique avec Yehuda Lankri en direct sur Radio J. Eva Soto. Yehuda Lankri, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël, notamment à l'ONU. On a un peu plus de temps que prévu. Ça va nous permettre de bien balayer ensemble l'actualité. Et tout d'abord, cet incident diplomatique qui pointe, en tout cas, entre la France et Israël avec des tirs qui ont blessé des soldats de la FINUL. Je rappelle ce que c'est la FINUL. C'est la force d'interposition de l'ONU qui est située entre Israël et le Liban. On a appris qu'un 5e casque bleu avait été blessé et l'ambassadeur d'Israël Joshua Zarka à Paris a été convoqué au Quai d'Orsay. Emmanuel Macron, la FINUL ou même les États-Unis craignent que ces tirs soient intentionnels. Pourquoi est-ce qu'Israël tirerait de façon intentionnelle sur des casques bleus de la FINUL ? Tout d'abord, laissez-moi vous dire, Eva, bonjour, et vous dire mon plaisir de vous regarder sur petit écran, parce que d'habitude, on ne peut pas au téléphone. C'est donc une première pour nous deux. Quant à votre question, je pense que une enquête est en cours. Rien n'a filtré là-dessus, y compris ce matin, sauf des nouvelles réellement très concises, notamment lors de l'échange entre le ministre de la Défense, Yoav Gallant, et le ministre de la Défense américain, le secrétaire d'État à la Défense, Austin. Mais il n'y a pas eu de rapport sur la réaction israélienne de façon officielle. Je pense qu'il faut dire une chose. Si ce tir était intentionnel, délibéré, alors c'est inadmissible. Alors je rejoindrai très volontiers la position de la première ministre italienne et celle du président de la République Macron, dont la mise au point était claire. Il faudrait absolument que l'on évite ce type d'incident. Certes, la situation est bien compliquée, mais Israël, Tsahal, dans ce cas de figure, devrait savoir renoncer à des tirs de ce type quand ils sont trop risqués. Je pense que l'enquête déterminera les circonstances de cette situation. Je pense qu'Israël, connaissant un peu ce pays et son armée, n'aura pas eu ce geste de tir délibéré sur les casques bleus. Nous avons beaucoup trop de respect à l'endroit de ces casques bleus pour que l'on puisse imaginer une situation où un officier supérieur ou de moindre importance prendrait la décision d'initier un incident diplomatique de cette gravité. Yehuda Lankri, Yehuda Lankri, c'est effectivement aussi sur le terme du mot intentionnel que va se porter les débats et puis l'attention. Et effectivement aussi sur autre chose, sur le fait que les casques bleus de la FINUL sont déployés justement à cet endroit-là pour éviter qu'il y ait des combats, pour faire respecter aussi la fameuse résolution 1701 de l'ONU concernant le fait que le Hezbollah ne doit pas se trouver si près d'Israël. Et force est de constater que la FINUL, son mandat semble être inutile. Comment vous expliquez ça ? Effectivement, le Hezbollah a violé la résolution 1701, qui est une résolution importante, juste et équilibrée, qui devrait, si elle devait être mise en œuvre sérieusement, assurer la stabilité, le calme, voire un progrès vers la paix entre le Liban et Israël. Le Hezbollah, on a décidé autrement dès après cette résolution, c'est-à-dire déjà en 2006, vers la fin 2006, il l'a violée ouvertement. Les plaintes d'Israël auprès des Nations Unies n'ont pas été entendues. Des puissances qui siègent au Conseil de sécurité, comme les États-Unis, la France, entre autres, n'ont pas pu faire respecter cette résolution par le Liban, parce que le Liban est un État qui, vous le savez, est en phase de démembrement. Et le Hezbollah a fait une mainmise sur ce malheureux État voisin d'Israël. Alors, est-ce que cette force a lieu d'être ?
je pense que malgré toutes les limites, malgré toute son inefficacité, elle a lieu d'être. Pourquoi? Il vaut mieux avoir une présence internationale qui pourrait d'abord avoir un certain regard sur la situation, telle que Ah, on a les mises en œuvre. Oui, On a été coupé. Vous disiez, il vaut mieux avoir une force internationale qui a un certain regard sur la situation. Quel regard? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une force comme la FINUL, qui ne peut pas appliquer visiblement ce pourquoi il se trouve là? Qu'est-ce qu'on peut en attendre de supplémentaire? De quel regard parlez-vous exactement? le regard, c'est sa présence, c'est les rapports que cette force peut faire aux Nations Unies, notamment au sous-secrétariat général pour le maintien de la paix, et évidemment au Conseil de sécurité. Les rapports sur les activités du Hezbollah, par exemple, c'est ça? Y compris ça, et sur les activités d'Israël. On nous a toujours d'ailleurs reproché, même avant cette déflagration, que l'on survolait impunément le ciel souverain de l'État libanais. C'est vrai, Israël entreprend des survols de surveillance, c'est le cas de le dire. Il faut bien le faire pour assurer notre sécurité. Donc nous ne sommes pas exempts de toute imperfection, mais c'est le Hezbollah qui a réellement foulé du pied cette résolution dès que le Conseil de sécurité s'est prononcé. Yehuda Lancri, vous avez été ambassadeur d'Israël à l'ONU. On le voit ces dernières années, toutes ces dernières années, il y a énormément de tensions entre Israël et l'ONU. Il y a énormément de tensions par rapport au fait qu'Israël a le sentiment ou donne le sentiment de penser que le droit international, l'ONU, est contre Israël. Quel regard portez-vous là-dessus? Effectivement, ces tensions existent. Et elles existent notamment parce que les Nations Unies, on le sait, ont toujours eu et ont toujours maintenu un regard bien, comment dirais-je, biaisé sur Israël. D'abord, si l'on parle de l'Assemblée générale, on sait qu'il y a une majorité écrasante contre Israël qui se crée autour de blocs d'identification avec les Palestiniens qui sont devenus États observateurs, non membres, mais États observateurs quand même, aux Nations Unies et qui ont une certaine influence grâce à leur soutien. Il n'y a que le Conseil de sécurité où Israël puisse espérer s'en sortir grâce à la vigilance et à l'amitié des États-Unis notamment. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup pour Israël. Est-ce qu'on peut dire, par rapport à ces instances internationales, que finalement, ça ne tient qu'à un fil? Vous dites il n'y a que les États-Unis. Les États-Unis, c'est beaucoup au Conseil de sécurité. Le droit de veto fait en sorte que certaines condamnations, certaines critiques, certaines résolutions ne passent pas grâce à ce veto américain ou dans le cas de figure d'autres situations, il y a eu des vétos chinois ou russes en faveur des Syriens. Donc, le Conseil de sécurité, il faut le retenir, c'est l'instance la plus importante aux Nations Unies. L'Assemblée générale a bien sûr une résonance politique, symbolique de grande importance, mais le Conseil de sécurité prend des résolutions qui sont contraignantes sur le plan de la loi internationale. Ce n'est pas le cas de l'Assemblée. Les États-Unis disent à Israël que les opérations militaires doivent cesser, doivent céder la place à la diplomatie, les opérations militaires au Liban. Est-ce qu'il y a encore, dans ce qui se passe entre Israël et le Liban, une place réelle pour la diplomatie? Je pense que nous nous trouvons dans une croisée de chemin que je puis qualifier de salutaire pour le Liban. C'est l'occasion, à un moment d'affaiblissement notoire du Hezbollah, pour
le tissu social et politique libanais, de susciter un sursaut vital et d'émerger en État qui peut se reconstruire, se reconstituer. Et là-dessus, d'ailleurs, les efforts du président Macron seraient très importants à mettre en œuvre, puisqu'il le souhaite. Donnez-vous un président, a-t-il dit aux Libanais. Donc c'est un moment crucial pour une refondation dans la région. Je pense qu'on n'obtiendra pas de victoire absolue sur le Hezbollah. On ne pourra pas éliminer le Hezbollah jusqu'au dernier de ses combattants, jusqu'aux dernières missiles. Mais il est considérablement affaibli. C'est le moment propice pour les Libanais eux-mêmes d'exercer un tant soit peu de souveraineté nationale et de revenir à des conditions normales ou quasi normales pour un État. Justement, hein, on connaît les liens entre la France et le Liban. Le président Emmanuel Macron va organiser une conférence à Paris à la fin du mois par rapport au Liban. Est-ce qu'Israël peut attendre quelque chose de la France concernant la situation au Liban et quoi ? Oui, Israël est en droit d'attendre beaucoup de la France. La naissance du Liban, il faut s'en souvenir, est due à la France, qui était la puissance coloniale. Donc on comprend très bien ce lien gordien qui unit la France et le Liban et l'intérêt manifeste de la France à l'endroit du Liban. Ce que Israël est en droit d'attendre, c'est que la France puisse jouer un rôle de stabilisateur, de renforcer les institutions politiques au Liban, d'essayer de colmater les fissures et les brèches énormes qui existent dans ce tissu social libanais très complexe. Ce n'est pas une mission si simple, mais dans un effort de reconstruction bien mené, la France peut jouer un rôle fondamental. Yehuda Lancri, vous avez dit il est impossible de totalement détruire le Hezbollah, d'anéantir le Hezbollah au Liban. Alors, où est-ce qu'Israël peut placer le curseur pour se dire que c'est bon, on arrête ? Dès qu'on pourra faire rentrer les réfugiés israéliens du Nord, les déplacer dans leur foyer, à ce moment-là, Israël pourra dire « nous avons atteint l'essentiel de notre mission ». Évidemment, il faut se libérer du fantasme de la victoire absolue, aussi bien à l'encontre du Hezbollah qu'à l'encontre du Hamas, adopter une piste diplomatique. Les États-Unis et la France ne sont pas les seuls à le dire à Israël. Quand vous faites une revue de presse israélienne, il y a énormément d'articles qui s'écrivent sur cette nécessité de commencer à adopter la route diplomatique pour essayer à la fois de mettre fin aux hostilités, d'obtenir un vrai cessez-le-feu et d'obtenir la libération de nos otages du Hamas. Donc, ce qui est essentiel, oui. Justement, concernant les otages, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à comprendre de surplomb, c'est-à-dire que la guerre en tant que telle dans la bande de Gaza n'est pas totalement finie, mais ça se résume à des opérations militaires ciblées. Alors pourquoi, puisqu'on en est là, que le Hamas a presque été mis hors service, pourquoi est-ce qu'il n'est toujours pas possible de récupérer les otages ? Je pense que la conclusion de nos chefs militaires et politiques est très simple. Dans la situation où se trouvent les otages, c'est-à-dire dans les tunnels de Gaza essentiellement, servant de bouclier humain à Yahya Sinwar et à ses compagnons. Il serait très risqué de mener une opération commando, une opération d'une unité d'élite pour essayer de les libérer, parce qu'à ce moment-là, on risque évidemment leur fin, étant donné qu'ils servent de bouclier humain. Ils seront les premiers à être tués. Donc nous n'aurons rien gagné d'une telle opération. Et le Hamas affaibli, on ne peut pas envisager des négociations maintenant qu'il est très affaibli, justement. Justement, c'est le moment d'envisager des négociations maintenant qu'il est très affaibli.
Euh, J'espère qu'on le fera aussi rapidement que possible parce que l'essentiel des objectifs sur Gaza a été atteint. Alors si, encore une fois, on se libère de la fantasmagorie consistant à dire liquider le Hamas jusqu'au dernier de ses combattants. Mais pourquoi il existe, pourquoi ce récit il existe au sein du gouvernement israélien de dire anéantir totalement le Hamas, puisque vous dites que c'est une fantasmagorie? Pourquoi est-ce que ça s'est dit? Bien, vous n'ignorez pas, Eva, vous qui suivez de près la politique intérieure en Israël, que notre gouvernement comporte aussi une aile radicale. Il y a des ministres dont vous connaissez le nom, qu'il est inutile de réitérer, qui prônent la poursuite de la guerre jusqu'à l'anéantissement total du Hamas, quel qu'en soit le prix pour Israël. Netanyahou qui est mis en demeure par ses ministres de ne pas dévier de leur diktat pour des causes politiques, pour la coalition et sauvegarde, est bien obligé de les écouter, mais enfin, il va falloir qu'ils se hissent au niveau d'un leader national historique et qu'ils prennent les décisions qui s'imposent. Merci beaucoup Yehuda Lankri, ancienne ambassadeur d'Israël, notamment à l'ONU, qu'on retrouve toujours avec beaucoup de plaisir chaque semaine sur Radio J. Merci beaucoup Yehuda Lankri. Merci. Merci. Bonne semaine. Merci. Merci.